Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, la dernière fois, on a parlé de l'attribut produit de tribu B1 et B2 définis sur deux ensembles différents auxquels groupe, peu importe, X1 et X2. Bon, aujourd'hui, on va essayer de définir le produit de deux mesures positives sigma finies définies sur deux espaces mesurables X1 B1 et X2 B2. Bon, tout d'abord, on a besoin de la définition suivante. Si A est une partie de X1, X2 et X1 appartient à X1, on appelle section de A au-dessus de X1 ou selon X1, l'ensemble noté à X1 égal à l'ensemble des formés par les points X2 de X2 tels que X1, X2 appartiennent à A. Donc X2 appartient à X1 seulement si le couple X1, X2 appartient à A. De manière similaire, si X2 appartient à X2, la section de A suivant X2 ou selon X2, noté à X2, c'est l'ensemble des X1 appartenant à X1 tel que X1, X2 appartient à A. Autrement dit, X1 appartient à X2 seulement si X1, X2 appartiennent à A. Notez que AX1 est une partie de X2, regardez, et que AX2 est une partie de X1. Bon, pour regarder les deux schémas suivants, regardez cet ensemble, l'ensemble A. Si X1 est un point fixé de l'espace X1, alors l'ensemble des points de X2 qui vérifie X1, X2 appartient à A, c'est cette partie-là colorée en rouge. C'est ça la section AX1. Si X2, vous prenez n'importe quel point de cette partie, si X2, alors le couple X1, X2, il est bien à l'intérieur de A. De même, si X2 est un point fixé de l'ensemble X2, alors l'ensemble des points de X1 qui vérifie X1, X2 appartiennent à A, c'est la réunion de ces deux parties colorées en rouge. Voilà, c'est la section AX2. Ce qu'il faut retenir, c'est ces deux équivalences. X1 appartient à X2 seulement si le couple X1, X2 appartient à A. X2 appartient à X1 seulement si le couple X1, X2 appartient à A. C'est très utile dans la pratique. Sur une deuxième définition, si on considère un espace mesurable Z mu F, mu d'une tribu F, et une application F de X1 croix X2 vers Z, les fonctions Fx1 point et F.x2 sont appelées sections de F. Sections selon X1 et X2, suivant X1 et X2. Et elles seront souvent notées aussi F indice X1 et F indice X2. Bon, si X1 appartient à X1, cette application elle est définie sur X2. Et si X2 appartient à X2, cette application, cette section est définie sur X1. Regardez, donc la section Fx1 point, elle est notée aussi F indice X1. C'est l'application définie de X2 vers Z qui a X2 associé F de X1, X2. Bon, de même pour l'autre section. F.x2, noté Fx2, il est défini de X1 vers Z qui a X1 associé F de X1, X2. Bon, on a les propriétés suivantes qui sont très faciles à établir. Si X1 appartient à X1, X2 appartient à X2, alors on a, bon, ça on l'a déjà mentionné, AX1 est inclus dans X2 et AX2 est inclus dans X1. La section d'une réunion, c'est la réunion des sections.
La section d'une intersection, c'est l'intersection des sections. Le complémentaire d'une section, c'est la section du complémentaire. Une autre propriété très importante, c'est celle-là, c'est la propriété C. La section d'un pavé mesurable, d'un pavé à 1 croix à 2. Bon, si X1 appartient à 1, alors la section c'est A2. Si X1 n'appartient pas à 1, la section c'est le vide. C'est très simple à établir. Il suffit d'utiliser la définition de la section. De même, la section suivant X2 qui est un point de X2, du pavé X1, A1 croix A2, c'est A1 si X2 appartient à A2, c'est le vide si X2 n'appartient pas à A2. Bon, de même, l'image réciproque d'une partie de Z, l'image réciproque d'une partie de Z par la section, c'est la section de l'image réciproque par F. Donc, la section de l'image réciproque, c'est l'image réciproque par la section. C'est comme ça qu'il faut la retenir. De même, on peut établir aussi facilement que la section d'une fonction caractéristique, c'est la fonction caractéristique de la section, quel que soit A contenu dans le produit X1, X2. Voilà, on peut regarder rapidement la démonstration. Voilà, il est là. Donc, si A est inclus dans X1 croix X2, alors, quel que soit X1 appartient à X1, qui A de X1 égale qui de A X1. En effet, qui A de X1 appliqué à X2 égale 1, équivalent à qui A de X1, X2 égale 1, par définition de la section. Donc, équivalent à X1, X2 appartient à A. Donc, équivalent à X2 appartient à X1. Donc, équivalent que l'image à A. Parce que l'image de X2 par la section par qui de AX1 est égal à 1. On en déduit alors que qui A X1, la section de qui A, selon X1, c'est la fonction caractéristique de la section de A selon X1. Ce sont des propriétés à retenir, à comprendre et à retenir et à savoir démontrer. Un autre résultat très important qu'on peut retenir facilement de la manière suivante. Si vous avez un mesurable, un ensemble A qui appartient à l'attribut produit, alors toutes ces sections sont mesurables. C'est-à-dire, si X1 appartient à grand X1, la section AX1 appartient à B2. Attention, il est contenu dans X2. Et la section de A, selon X2, appartient à BA. Bon, on le retient en disant que la section d'un mesurable, que les sections d'un mesurable sont toutes mesurables. De même pour une fonction. Si vous avez f de x1 croix x2 vers z, une application B1 tensoriel B2 f mesurable, donc l'espace départ, c'est l'espace produit muni de l'attribut produit, et l'espace d'arrivée, c'est l'espace z muni d'une tribu f. Donc si f est B1 tensoriel f, B1 tensoriel B2 f mesurable, alors la section fx1 est B2 f mesurable lorsque x1 appartient à un grand x1. Et la section fx2 est B1 f mesurable lorsque x2 appartient à grand x2. Bon, on retient le résultat tout simplement en disant que toutes les sections d'une fonction mesurable sont mesurables. Bon, bien sûr, les sections d'une fonction mesurable relativement à l'attribut produit B1 tensoriel B2. Bon, la démonstration est très simple. Regardez, je fixe x1 appartient à x1, x2 appartient à x2. Bon, les propriétés B et C précédentes. Regardez la propriété B, spécifiquement celle-là. La section d'une réunion, c'est la réunion des sections. Et la section du complémentaire, c'est le complémentaire de la section. Ces deux propriétés-là montrent que cette famille, la famille sigma ainsi définie, est une tribu sur x1 croix x2. De plus, la propriété C, c'est-à-dire les sections d'un pavé, okay, cette propriété-là, il montre que l'attribut sigma contient B1 croix B2.
c'est-à-dire il contient tous les rectangles mesurables. Donc, sigma est une tribu qui contient B1 croix B2, donc il contient B1 tensoriel B2. Comme il est déjà contenu dans B1 tensoriel B2, donc sigma coïncide avec B1 tensoriel B2, ainsi quel que soit A appartient à B1 tensoriel B2, il vérifie la propriété A. Bon, pour la propriété 2, il résulte immédiatement de 1, cette propriété-là, et de la relation, la propriété, l'image réciproque par la section, c'est la section de l'image réciproque. Remarque, les réciproques de 1 et 2 sont fausses en général, comme on peut le voir sur l'exemple suivant. Je vous laisse regarder cet exemple. C'est un exemple simple, mais il faut le regarder, il faut le comprendre, il est intéressant. Il ne faut pas croire que si toutes les sections sont mesurables, que l'ensemble va être mesurable, ou bien que si toutes les sections d'une fonction sont mesurables, que la fonction va être mesurable. Ça, c'est faux en général. Bon, on passe à la section 1.2, au paragraphe 1.2, mesure produit. Dans toute la suite, on va supposer que mu1 et mu2 sont deux mesures sigma finies définies respectivement sur B1 et B2. On verra après que cette hypothèse sigma finie est une hypothèse indispensable, on ne peut pas s'en passer. Le lemme suivant est d'un intérêt capital. C'est un lemme très, très, très important. D'une part, il permet de définir la mesure produit, qui est notre but dans ce paragraphe. D'autre part, c'est un cas particulier du théorème de Fibini. C'est le théorème de Fibini dans le cas d'une fonction caractéristique qui a, avec A appartenant à B1 tensoriel B2. Bon, regardez la troisième propriété directement. Soit A appartient à B1 tensoriel B2. Regardez 3i. L'intégrale sur x1 de mu2 de ax1 d mu1 de x1. Là, vous avez une fonction de x2, bien sûr. C'est l'application de x1. C'est l'application qui a x1 associé mu2 de ax1. Bon, avant de l'intégrer, il est déjà positif. Donc, il faut qu'il soit mesurable. Hein? C'est ce qui justifie la propriété i. L'application qui a x1 associé mu2 de ax1 définie de x1 vers r bar plus est b1 mesurable. Bon, de même, l'application de x2 qui a x2 associé mu1 de ax2 définie de x2 vers r bar plus est b2 mesurable. Ces deux intégrales sont donc bien définies. Il existe et appartient à R bar plus, de plus, elles sont égales. Quel que soit A appartient à B1 tensoriel B2. Bon, juste un mot sur la démonstration. On distingue le cas mu1 et mu2 fini, puis le cas mu1 et mu2 sigma fini. Bon, dans le premier cas, on suppose que mu1 et mu2 sont sigma fini. Le but, c'est de montrer que cette famille-là, la famille M des mesurables A appartenant à B1 tensoriel B2 qui vérifie les trois propriétés I, 2i et 3i est une classe monotone. C'est une classe monotone qui contient l'attribut sigma de M, sigma de A. Voilà. Regardez la démonstration vous-même. Une remarque très intéressante. La condition mu1 et mu2 sigma fini est indispensable dans le lemme précédent, comme on peut le voir sur l'exemple suivant. Rapidement, on considère les espaces mesurés R, BR, lambda. Lambda, c'est la mesure de Borel sur R. Et R, P de R, mu D. Mu D, c'est la mesure de dénombrement sur P de R. Bon, lambda, c'est une mesure positive sigma fini, mais la mesure de dénombrement ici, il n'est pas sigma fini sur P de R. Il est sigma fini sur P de N, mais il n'est pas sigma fini sur P de R. Parce que s'il est sigma fini, R va être dénombrable, ce qui est absurde. Et soit l'ensemble C, l'ensemble des XX tel que X appartient à R, c'est-à-dire la diagonale de R. Bon, si on représente R, c'est la diagonale de R carré, pardon. Si on représente R carré par deux axes, bon, C, c'est la première bisectrice. C'est l'ensemble des XX tel que X appartient à R. Bon, ça on l'a déjà. Mu D n'est pas sigma fini sur PR. Lambda, il est sigma fini.
Bon, d'autre part, comme l'application qui a XY associé X moins Y qui est définie de R2 vers R, bon, il est continu. C'est une application continue. Donc, il est BR2, il est borélien, BR2 mesurable. Et comme C égale phi moins 1 de 0, image réciproque de singleton 0, alors C appartient à BR2. BR2, il est égal à BR tensoriel BR. Donc, C appartient à l'attribut produit BR tensoriel BR. Et par suite, C appartient à BR tensoriel P de R. Parce que BR est contenu dans P de R. Donc, BR tensoriel BR est contenu dans BR tensoriel P de R. Cependant, on a l'intégration R de mu D de Cx1 d lambda de x1. Cx1, c'est tout simplement le singleton x1. Okay? Par définition de C. Regardez la définition de C. Donc, Cx1, c'est le singleton x1. Donc, mu D de Cx1, c'est 1. L'intégrale sur R de 1 d lambda, c'est plus infini. Ça d'une part. D'autre part, l'intégrale sur R de lambda Cx2 d mu 2 de x2 est nulle. Pourquoi? Parce que Cx2, c'est le singleton x2. Et lambda du singleton x2, c'est 0. L'intégrale de 0, c'est 0. Regardez, on a les deux extrémités ici. Hein? On a ici 0 et non plus l'infini. Pourquoi? Parce que l'une des deux mesures n'est pas sigma infini, c'est la mesure mutée. Donc, la condition mu1 et mu2, sigma fini, dans le lemme précédent est une condition indispensable. Théorème. L'application mu de B1 tensoriel B2 vers R bar plus définie par mu de A égale l'intégrale sur x1 de mu2 de ax1 d mu1 de x1 égale l'intégrale sur x2 de mu1 ax2 d mu2 de x2. Bon, ces deux intégrales sont très bien définies d'après le lemme précédent et sont égales aussi d'après le même lemme, quel que soit A appartenant à B1 tensoriel B2. S'il s'agit bien d'une application, c'est très bien défini d'après le lemme précédent. Okay? Cette application est une mesure positive sigma fini sur B1 tensoriel B2. C'est l'unique mesure positive sur B1 tensoriel B2 qui vérifie la propriété. La mesure d'un rectangle, c'est le produit des mesures. Mu de A1 croix A2, c'est mu1 de A1 fois mu2 de A2, quel que soit le rectangle mesurable A1 croix A2. C'est la seule mesure positive sur B1 tensoriel B2 qui vérifie cette propriété. Donc, dans la pratique, si on a une mesure nulle positive définie sur B1 tensoriel B2 qui vérifie cette propriété, alors il coïncide avec cette mesure. Bon, la démonstration n'est pas difficile, il se fait en quelques lignes. Hein, vous pouvez la regarder vous-même. Définition. La mesure mu définie ci-dessus dans le théorème précédent est appelée mesure produit de mu1 et mu2 et sera notée mu1 tensoriel mu2 dans toute la suite. Bon, je vous rappelle que les mesures mu1 et mu2 doivent être sigma fini pour que la mesure mu1 tensoriel mu2 existe. Exemple, bon, on a déjà vu que P de n tensoriel P de n égale P de n carré. Donc, si mu1D est la mesure de dénombrement sur n et mu2D est la mesure de dénombrement sur n carré, alors on a mu2D égale mu-D1 tensoriel mu-D1. Mu-D2, il est défini sur l'attribut Pn2. Mu-D1 tensoriel mu-D1 est défini sur l'attribut produit P de n tensoriel P de n. Donc, les deux mesures sont définies sur la même tribu. Ça, d'une part. Bon, d'autre part, si A appartient à Pn carré, c'est-à-dire à P de n tensoriel P de m, alors on a mu D1 tensoriel mu D1 de A égale sigma sur Nm appartient à A de mu D1 tensoriel mu D1, le singleton N croix le singleton M. Parce que A est dénombrable. A est au plus dénombrable. A il est au plus dénombrable, et là il s'agit d'une mesure positive. Une mesure positive est additive, il est aussi sigma additive.
Et A, c'est la réunion de tous les singletons de la forme N croix M, tel que le couple NM appartient à A. Donc, on a cette égalité. Or, mu D1 tensoriel mu D1 de N croix M, c'est mu D1 de singleton N multiplié par mu D1 de singleton M, par définition de la mesure produit. Donc, c'est 1 fois 1, c'est-à-dire vous avez ici sigma, NM appartient à A de 1, et ça, c'est le cardinal de A, si vous voulez. S'il est fini, c'est plus infini, c'est A est infini. Donc, c'est la mesure de dénombrement de A. C'est mu D2 de A. Deuxième exemple. On a déjà vu que BR2 égale BR tensoriel BR. Si M1 est la mesure de Borel sur R et M2 est celle de R2, alors on a M2 égale M1 tensoriel M1. Voire TD, il sera très bien défini en TD, détaillé en TD. Plus généralement, si I et J sont des intervalles non triviaux de R, et si MI, MJ et MI croix J sont les mesures de Borel sur I, J et I croix J respectivement, alors on a encore MI croix J égale MI tensoriel MJ. On remarque. Le produit des deux espaces mesurés complets n'est pas nécessairement complet. Ça, on va le voir en TD. Si lambda 1 est la mesure de Lebesgue sur R et lambda 2 est la mesure de Lebesgue sur R2, alors on a BR chapeau tensoriel, BR chapeau est contenu strictement dans BR de chapeau. Et la restriction de lambda 2 à BR chapeau tensoriel, BR chapeau coïncide avec la mesure produit lambda 1 tensoriel, lambda 1. Ça aussi, on va le voir, on va le détailler en TD. Plus généralement, si I, J sont des intervalles non triviaux de R, et si lambda I, lambda J, lambda I croix J sont les mesures de Lebesgue sur I, J et I croix J respectivement, alors on a des propriétés similaires, B, I chapeau tensoriel, BJ chapeau, est contenu strictement dans B, I croix J chapeau, et la restriction de lambda I croix J à BI chapeau tensoriel, BJ chapeau coïncide avec lambda I tensoriel, lambda J. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention, et à une autre fois. Inch'Allah.